Bonjour à tous. Bonjour. Moi je suis le docteur Pandola Huchel. J'exerce à Paris, dans le 13e. Et on s'est rencontrés lors de la formation à la fac de Châtenay. Pourquoi? Parce que j'enseigne aussi à la fac de Bicêtre et je suis aussi maître de stage. Maître des pharmaciens, qu'est-ce que vous auriez à leur conseiller pour justement l'utilisation et la pratique de ce TROD, test rapide d'orientation diagnostique? On a réfléchi à ça, à plusieurs praticiens, et on s'est dit comment est-ce que ça va être faisable dans les pharmacies, en toute sécurité pour le patient et aussi en confiance pour le pharmacien, parce qu'il ne faut pas que le pharmacien soit mis en difficulté avec ce test, ce qui est possible puisque c'est un test quand même un peu invasif. J'avais envie de dire essentiellement, la première chose c'est qu'il faut que vous ayez du temps, parce que vous avez en face de vous un patient qui a besoin de comprendre, qui a besoin d'être coopérant, d'accord, et à ce moment-là ça va bien se passer. Après c'est l'envie de le faire. Comment vous allez pouvoir avoir envie? Vous aurez envie si vous avez confiance, et ça c'est important. Et comment vous allez avoir confiance? Vous aurez confiance quand vous maîtriserez bien les indications. C'est-à-dire que ce n'est pas un test qu'on fait à tout le monde. Soyez-en persuadés. Il faut que vous fassiez un tri au comptoir. Ça suppose qu'on va connaître correctement les indications et les contre-indications, qu'on ne va pas prendre de risques, qu'on ne va pas se lancer à faire des TED comme ça chez des patients qui finalement de toute façon auraient besoin de voir leur médecin. Pourquoi? Parce qu'ils ont une maladie chronique, parce qu'ils ont un diabète, parce qu'ils ont fait des angines à répétition, parce qu'une femme est enceinte, donc c'est pas une indication, il faut qu'elle aille voir son médecin, parce qu'au bout du compte, on sent qu'ils sont un peu réticents et qu'ils ne seront pas coopérants. Voilà, donc de bien avoir ça en tête, de pouvoir bien faire la sélection du patient à qui on va le faire, c'est important. Pourquoi les médecins pourraient être réticents? Alors, pourquoi? Je crois que, si vous voulez, nos études sont basées sur, avant tout, parce qu'on faisait une corrélation entre les études de pharma et les études de médecine, hein, et nous, on insiste beaucoup sur le risque. C'est-à-dire que même la pathologie rare, c'est-à-dire on a parlé du cancer de l'amygdale, on a parlé, alors le phlegmon c'est pas si rare que ça, mais quand j'ai parlé du lymphome, quand j'ai parlé de l'infarctus, etc., bien évidemment tout le monde a dit ouh là là, mais ça on n'en verra jamais, bien sûr on n'en verra jamais, mais on pense toujours qu'on peut en voir, et il faut penser qu'on peut en voir en fait d'une certaine façon. Et dans cette optique-là, évidemment, nous, on est formés à ça. Le pharmacien, il ne l'est pas logiquement. Et donc, on ne doit pas penser qu'une odynophagie, c'est TDR positif ou TDR négatif, point à la ligne, antibiotique ou pas antibiotique. Non, c'est pas ça. Le risque, bien évidemment, c'est de passer à côté d'une autre pathologie qui peut être beaucoup plus fréquente, une mononucléose, un abcès, un phlegmon, etc. Et qui peut, si on donne des AINS, devenir très grave, et là on va vers quelque chose qui peut être de l'ordre de la nécrose, vous voyez, c'est ce dont on a peur en fait, hein, voilà. Et bien à contrario, qu'est-ce qu'il faudrait rassurer? Alors pour rassurer, c'est ce dont on a parlé, c'est garder quelques indications, se prémunir, ne pas aller faire des TDR à des patients qui ont des symptômes associés. Donc on avait dit se méfier d'une forte fièvre, se méfier d'une altération de l'état général, se méfier d'un aspect inhabituel de la gorge si on est passé dans l'espace de confidentialité, qu'on voit c'est bizarre, il n'y a qu'une amygdale qui est nécrotique, l'autre elle est normale, c'est une angine de Vincent, vous voyez, donc le TDR il est négatif, mais et de toute façon ça demande d'autres soins, hein. L'angine qui fait très très mal, le trismus, l'hypercialoré, le torticolis, les pathologies associées, le terrain de débilité et le patient psychotique. Le patient psychotique, il est bien souvent partant, il est ok, il est un peu dans son monde, il va vous dire oui, et quand vous allez arriver avec les couvillons pour prélever, vous allez être intrusif avec lui, donc ça risque d'être compliqué. Donc voilà, si vous connaissez son traitement et qu'il est sous Abilify ou un autre médicament, vous pouvez vous en douter, mais sinon ça va vous demander du bon sens et simplement de vous dire bon bah voilà, c'est pas pour tout le monde en fait. Oui, vous vouliez, docteur, nous faire bénéficier de votre expérience par rapport à effectivement un patient qui venait qu'à rentrer dans l'officine
vous l'accueilleriez, comment dites-vous? Oui, voilà, on s'était dit, bon, vous allez être derrière le comptoir, un patient va arriver, il va vous dire j'ai mal à la gorge, est-ce que vous pouvez quelque chose pour moi, etc. Et c'est là où se pose la question test ou pas test. Donc, rapidement, parce que ça ne doit pas vous prendre de temps, il va falloir que vous fassiez la sélection avec tout ce qu'on a dit avant, hein, avec toutes les précautions pour ne pas vous mettre en difficulté et puis rendre service aux patients. Donc on s'était dit, on va faire quelques questions comme ça, on va imaginer des questions, vous ferez les vôtres après, mais j'en ai imaginé quelques-unes. Donc c'était, monsieur, madame, si vous n'avez pas de problème de santé, madame, vous n'êtes pas enceinte, hein. Pour l'enfant, votre enfant sera coopérant, il faut quand même que je lui fasse un prélèvement de gorge, etc. Expliquer, donc je peux examiner vos amygdales, ça veut dire qu'on va aller dans un espace de confidentialité, que vous allez ouvrir la bouche, je peux les examiner, et je peux faire un prélèvement bactériologique si c'est nécessaire. Là aussi, vous dites d'une certaine façon que ce n'est pas une obligation de faire le TDR. C'est-à-dire que le patient qui vient chez vous, qui vous dit « je veux le TDR », non. Vous vous posez en professionnel de santé, vous le faites, vous ne le faites pas. Si vous le faites, vous avez une orientation et vous pouvez orienter le patient. Si vous ne le faites pas, vous pouvez aussi l'orienter. C'est la logique, hein, du soin de qualité, en fait. Hein. Voilà. Et donc, après ça, on en revient au fait que pour faire ça, il va falloir que vous soyez aussi en bonne relation avec les praticiens de secteur, parce que si vous orientez un patient vers le médecin, vous ne pouvez pas laisser le patient comme ça. Donc, si c'est possible, un petit coup de fil, sinon vous êtes... Enfin, j'imagine un peu la scène du patient un peu revendicateur, oui, mais mon médecin ne va pas me prendre ce soir, etc. Donc, mieux vous serez dans de bonnes relations avec les praticiens, plus ce sera simple, hein, de passer un coup de fil, dire voilà, j'ai eu un TDR positif, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez le recevoir? Est-ce que ça peut attendre demain? Est-ce que, parce que ça n'est pas non plus une urgence de donner un antibiotique dans la demi-heure qui va suivre le test, hein, ça peut aussi attendre le lendemain. Oui, vous vouliez nous parler, docteur, des enfants. Oui, alors les enfants. Les enfants, bon, l'enfant, il va falloir, soit il a très envie, il est coopérant, tout va bien, ça va très bien se passer. S'il n'a pas très envie et que c'est la maman qui vous dit « Ah oui, mais demain, il faut qu'il aille à l'école, je ne peux pas voir le médecin ce soir, etc. Il a de la fièvre, il faut que je sache », vous allez vous mettre là dans une précipitation qui risque d'être catastrophique. Alors déjà, avant 3 ans, vous ne le faites pas. Un enfant qui a de la fièvre, qui a mal à la gorge avant 3 ans, on ne fait pas le test. On l'adresse chez le médecin. Un enfant qui fait des angines à répétition, vous ne le faites pas non plus, ça demande un avis médical. Un enfant qui a un traitement toujours pareil, une pathologie associée, un traitement immunosuppresseur, vous ne le faites pas. Et si vous le faites, il faut, et là j'insiste, il faut que vous sentiez que l'enfant est coopérant. Sinon, ça va vous desservir énormément. C'est-à-dire qu'un enfant qui se met à hurler, le test qui est fait de travers, il est faussement négatif, ça ne vous rassure pas, il faut le refaire. Là, vraiment, je vous assure, pour l'expérience qu'on en a, l'enfant qui se met à vomir, c'est la catastrophe. Voilà. Voilà, c'est des mises en garde. Le message est passé. Simple, mais... Et pour l'adulte, du coup? Alors l'adulte c'est différent parce que l'adulte il va déjà peut-être savoir que vous le faites, donc l'adulte peut-être vous le connaissez déjà et l'idée c'était aussi hein, de rentrer dans une relation de confiance avec le pharmacien, l'adulte, le praticien, enfin voilà, on va dire un réseau de soins comme ça bien organisé. Donc l'adulte s'il sait, s'il connaît, c'est facile. Après, vous allez vous quand même lui poser quelques questions et ne pas faire quand c'est pas nécessaire. Donc on en revient toujours aux mêmes choses, hein, c'est simple, hein. C'est les pathologies associées, c'est les angines à répétition, là on ne fait pas, et c'est le tableau qui vous paraît être trop, avec une altération de l'état général, une forte fièvre, il ne peut pas déglutir, il ne peut pas ouvrir la bouche, il bave, il a un trismus, il a d'énormes adénopathies. Ça déjà, je crois qu'au comptoir, il n'y a pas besoin d'examiner, vous pouvez plus ou moins vous rendre compte qu'on est dans un tableau de grosse altération de l'état général et que de toute façon, antibiotique ou pas, il faudra qu'il voie son médecin. Hein. Autre chose, alors évidemment, ça vous le savez autant que moi, un
patient sous antidépresseurs, il faut adresser aussi. Le patient diabétique, on redit toujours la même chose, mais voilà. Et la femme enceinte. La femme enceinte, à cause de la listériose, elle va voir son médecin si elle a de la fièvre, si elle a mal à la gorge, voilà. Donc ça, c'est des patients à qui vous ne faites pas de test, ça n'a pas d'intérêt. Très bien. Ce serait bien peut-être que vous nous fassiez bénéficier de votre expérience en ce qui concerne effectivement le prélèvement. C'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement. Pour nous, c'est quand même relativement nouveau. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller? Donc, on récapitule un peu. Premier temps, au comptoir, on fait le tri. Le patient à qui on va faire, pas faire, etc. Donc, deuxième temps, dans l'espace de confidentialité, où on est sûr d'avoir une certaine asepsie, c'est quand même important. Et là, il va y avoir, avant le prélèvement, un temps d'examen. C'est-à-dire que ce patient, vous allez quand même un peu regarder ce qui se passe plus ou moins. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez palper des ganglions. C'est vrai que des ganglions très très douloureux, très importants, vous pouvez vous en méfier. S'il y a une éruption associée, vous pouvez vous en méfier. Enfin, vous voyez, on a bien dit tout à l'heure que ce n'était pas une obligation de faire le test. Hein. S'il y a encore des choses qui vous paraissent un peu suspectes, c'est peut-être pas la peine non plus. Hein. Vous pouvez dire, écoutez, il y a quand même des boutons, il y a une éruption à côté, ça me paraît bizarre, je trouve que vos ganglions sont très inflammatoires, ça peut être une adénite suppurée, hein. Ça peut être, voilà. On va peut-être pas faire le test, et là j'appelle votre médecin directement. Hein. Donc après, il y a le prélèvement en lui-même. Le prélèvement en lui-même, il demande quand même une technique assez sûre. Première chose, s'assurer que le patient ait bien compris. Deuxième chose, bien réexpliquer au moment où on va le faire. Et troisième chose, le faire correctement. Et ça, pour ça, Jean-Louis, vous allez bien expliquer. Si vous pouvez avoir les deux mains libres, c'est tant mieux. Si vous pouvez avoir la baisse-langue avec la lumière associée, c'est très bien. Si vous avez l'habitude d'une lampe frontale, c'est aussi bien. Mais les deux mains libres, c'est important, surtout chez l'enfant. Parce qu'il va y avoir une manipulation, il va falloir être assez à l'aise. Donc une main pour bien abaisser la langue et ne pas hésiter à la prendre à la base, parce que sinon vous n'allez rien voir du tout, hein, vous n'allez rien abaisser. Et puis d'un geste assez sûr, aller prélever au niveau des amygdales et pas à côté. En tout, moi je tourne un petit peu comme ça mon écouvillon hein, quand je fais sur les amygdales. Mais c'est vrai que c'est très important de bien voir les amygdales, d'être sûr de prélever au bon endroit, parce que si on prélève sur la joue, à l'intérieur ou sur la langue, le test sera négatif. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Quand le patient est coopérant, c'est vraiment un geste très facile à faire. Ça marche. Oui, docteur, vous nous disiez tout à l'heure dans l'aparté que les AINS... Oui, donc ça c'était le gros débat, hein. C'est ce qu'on entend, pas d'AINS, etc. Alors, pourquoi ? C'est pas si simple en fait, j'imagine, pour un pharmacien de ne pas donner d'AINS, hein, parce que la plainte principale c'est l'odynophagie. Le patient arrive, il a mal à la gorge. Or vous savez qu'un AINS est un antalgique assez puissant, c'est un anti-inflammatoire et que d'un point de vue clinique vous allez le satisfaire très facilement et vous pouvez lui vendre sans ordonnance. Hein. Alors pourquoi pas d'AINS? Parce que c'est des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires comme vous le savez très bien et qui peuvent aggraver les choses. Hein. Donc ça a un effet quand même immunosuppresseur, ça a d'autres aussi effets au niveau intestinal, etc. Donc vous vous engagez là dans une prise de risque qui n'est pas la bonne pour le patient et pour vous. L'idée, c'est de se sentir aussi assez à l'aise pour pouvoir dire « je ne vous donne pas d'AINS, ça ne vous rendra pas service ». On peut vous soulager avec du paracétamol, avec un spray, avec des collutoires, avec ça c'est vraiment votre domaine, vous savez ça très très bien. Donc ça veut dire encore, il vous faut du temps, il vous faut expliquer tout ça pour vous sentir assez solide pour ne pas donner des AINS.